Et ben voilà, oh miracle, voilà, le temps de zoomer, de rezoomer. Marc-Gabriel Draghi, permanent de ses matinales le vendredi. J'ai déjà vérifié qu'il m'entend bien, que je l'entends bien, donc je le salue bien. Bonjour Marc-Gabriel Draghi et bienvenue dans cette matinale. Bonjour Nicolas, ravi d'être avec vous en cette période Voilà. de Noël, entre Noël et le Nouvel An. Voilà, je vous entends parfaitement. J'ai écouté vos commentaires sur le remarquable cadeau de Noël du gouvernement Bayrou. Donc, à voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines. Et ben voilà, donc merci Marc-Gabriel d'être présent dans cette matinale, une petite heure, une bonne heure, quand on va pouvoir passer ensemble. Donc, j'aimerais que nous puissions échanger sur différents sujets. Il y a le sujet national, bon, toujours ce même imbroglio. Est-ce qu'il y a des éléments ou et puis ensuite peut-être passer justement sur sur ces informations, entre autres que donne Marc Toiti ou Natixis, c'est-à-dire sur le colossal la dette et la nécessité d'émettre sur les marchés obligataires des bons du Trésor à hauteur de plus de 325 milliards. Et attention, parce que pour le moment, on a des taux d'intérêt qui sont à un peu plus de 3%, je crois. Ça pourrait monter très très vite si, par exemple, une agence de notation, pour une raison ou pour une autre, venait à nous retirer. On a déjà perdu un A. Alors, si on perd les deux, c'est comme les deux ailes. On se crache. C'est exactement ça. Alors, moi, je considère que il y a deux types d'analyse politique, même si les deux sont importantes. Mais on va dire, il y a l'analyse politique de surface qui est intéressante et rigolote à faire quand on parle du gouvernement. Et il y a ce que vous présentez là pour, entre guillemets, introduire ma personne quand vous parlez de la dette, qui est malheureusement plus ennuyeuse, mais qui se révèle être la vraie politique, qui est en réalité les rapports entre les marchés financiers et les États-nations vieillissants et mourants dans le cas de l'Union européenne et dans le cas de la vieille Europe. Et je propose qu'on parle directement de la dette, puisque de toute manière, ça conditionne en fait, en réalité, les actions futures du prochain gouvernement, qui sera pieds et mains liés par rapport à ses orientations budgétaires et à ses dérapages déjà prévus du déficit public. Alors on parle de 5,4 à 6,7 selon du pourcent du PIB selon les futures estimations de Bercy. Et oui, de toute manière, on finit l'année et on va commencer l'année 2025 avec cette épée de Damoclès. Alors, vous le dites souvent, Nicolas, tout est fait pour nous faire peur et en fait imposer, on va dire, des éléments et imposer des doctrines au gouvernement de la part de nos créanciers. On va vraisemblablement perdre dans les premiers mois de 2025 le double A. Alors, pour que les gens comprennent, alors déjà, ça veut, en réalité, tout ça, c'est de la fabrication, hein. Je rappelle qu'en 2008, les subprimes qui nous avaient conduit à une crise mondiale étaient notés triple A. C'est-à-dire que c'était des produits financiers qui étaient notés triple A. Merveilleux. Alors, les fameuses agences de notation qui reviennent beaucoup à nos oreilles, on les avait un peu oubliées à l'époque des taux négatifs, où on avait la faculté, le pouvoir d'emprunter à des taux à zéro, voire négatifs. Ces fameuses trois agences de notation, le Moody's, Standard Poor's et Fitch, commencent malheureusement depuis quelques mois à dégrader fortement la note pour la capacité d'emprunt de la France. Alors, on avait perdu sous Nicolas Sarkozy et François Hollande notre notation triple A et ça faisait une grosse décennie qu'on était en double A. Et malheureusement, alors là, la dernière, si vous me corrigez si je dis des bêtises, mais la dernière agence de notation qui nous a dégradé, c'est Moody's, qui était plutôt gentil avec notre Bruno Le Maire et nos ministres de l'économie. D'ailleurs, je me souviens même plus du dernier ministre de l'économie des Républicains, je crois que c'était Antoine Léarmand, qui n'aura pas fait Armand, long feu. voilà, Armand. Voilà. Avec sa tête de jeune premier, encore un Sciences Po, l'ENA, ah là là, bardé de diplômes, qui avait commencé tout de suite en vexant le Rassemblement national. On avait été à deux doigts d'une censure anticipée du commissaire Barnier à l'époque. Tout à fait. Bah, et malheureusement pour lui, il restera pas dans les annales de l'histoire. Et
Et à la rigueur, il pourra mettre Premier ministre sur son Rappelle-toi, CV. Marc Gabriel, il avait félicité son prédécesseur de Ah nous oui, avoir 1 milliard de dettes. Il avait commencé fort, il avait tout de suite, Bruno Le Maire, on avait rosé de plaisir, mais il s'était même peut-être dit, alors qu'il y avait la commission d'enquête qui l'attendait, qu'il abusait un peu, le jeune, là, le garçon. Il lui avait dit, ah, après un aussi beau travail, quelle fierté de passer après Bruno Le Maire. Pardon. parce qu'il savait que ça allait être quand même compliqué de faire pire. Même sur un délai aussi court en plus. Mais oui, alors là, maintenant, vous l'avez dit, c'est Éric Lombard de la Caisse des dépôts, mais un ancien de BNP Paribas, si je ne dis pas de bêtises. Mais Aussi. oui, là, on est dans un contexte. Donc oui, Éric Lombard, vous l'avez dit aussi en analyse, c'est un peu plus sérieux que les deux autres ministres de l'économie. En tout cas, c'est un gage de sérieux. Ça ne veut pas dire que l'économie va être redressée, mais en tout cas, on est dans ce contexte où la France va vraisemblablement basculer intégralement sa dette en simple A. Et en fait, donc, on va perdre notre capacité d'emprunt premium, c'est-à-dire pour que les gens comprennent, c'est la dette de la France sur les marchés financiers, elle est placée et elle a des acheteurs, elle a des établissements financiers qui achètent la dette de la France. Et quand vous avez un triple A et un double A, vous êtes classé en premium. Donc c'est assez drôle quand même de voir que la France en 2024 était encore premium sur la fiabilité de sa dette, ce qui n'est pas totalement faux, parce qu'en fait, la France a beaucoup d'actifs qu'on peut potentiellement saisir. Oui, ça ne fonctionne pas du tout comme ça, mais elle a des gages à présenter aux créanciers que n'ont pas certains pays. Dont la Donc dette des là, Français. voilà, l'épargne, Ah, pardon, voilà, l'épargne. oui, Pardon, oui, l'épargne. Excusez-moi. ça marche dans un sens et dans l'autre. Hein. C'est déjà, Donc, votre épargne, c'est déjà la dette de l'État. c'est ça. Mais en plus, c'est réellement lié. C'est-à-dire, en fait, la France a aussi pas une capacité, mais les défis, vous l'avez dit, maintenant, nous avons le haut rang de premier emprunteur de l'Union européenne. C'est aussi parce que les Français ont beaucoup d'épargne et aussi l'État en France, malgré le dégraissage de certains biens immobiliers, possède encore un patrimoine immobilier important qui est potentiellement possible pour les créanciers de demander à l'État de mettre en gage. Donc, dans ce contexte où la France, a priori, dans le premier semestre 2025, devrait perdre sa notation finale de double A, on va tout de suite passer en A. Et là, ça va avoir une conséquence politique, puisqu'en réalité, quand vous passez, vous n'avez plus une dette premium. Alors, je ne sais plus, je crois qu'il y a 20 pays dans le monde, ou une dizaine ou 20 pays dans le monde qui ont cette capacité de dette premium. Quand vous passez avec une dette en A, vous n'avez plus la capacité de faire acheter votre dette par tout le monde. C'est-à-dire il y a des établissements financiers qui ne pourront plus acheter de la dette française, tout simplement parce qu'ils ne rentreront plus dans leurs critères de solvabilité à l'intérieur même de leur fonctionnement et pour proposer en fait à leurs investisseurs. Donc là, ça va être encore plus compliqué. Vous avez parlé de la hausse des taux d'intérêt. Il va y avoir une hausse des taux d'intérêt naturels. Et en plus, la France aura un petit peu plus de mal à se financer et elle paiera encore plus d'intérêts. Donc, ça va encore plus charger, on va dire, le budget. Et ça va être compliqué. Alors, c'est évidemment que de la politique, enfin, que de la politique, que de la politique dans les hautes sphères, c'est-à-dire en fait la dégradation de la note de la France, c'est des rapports de force et de négociation avec les grands groupes financiers mondiaux. Je rappelle comme d'habitude que derrière Fitch, Moody's, Standard Poor's, vous avez les grandes banques et les grands gestionnaires d'actifs de Wall Street. On répète tout le temps les mêmes choses, mais Vanguard, BlackRock, JP Morgan, Goldman Sachs, derrière les agences de notation, c'est ce qui est le rapport au conflit d'intérêts dans le capitalisme anglo-saxon est quand même très particulier. C'est-à-dire les agences de notation sont en réalité composées de gens qui se font noter. Et en plus, il faut le rappeler, les agences de notation sont payées par ceux et celles qui notent. Donc, vous voyez, c'est un peu comme les cabinets d'audit. C'est le grand mélange et le grand capitalisme des parties prenantes du capitalisme anglo-saxon et la dette de la France. Alors, je l'avais dit en plus la semaine dernière, dès les premières semaines de 2025, ça va être compliqué parce que
de toute manière, vous l'avez dit, Bercy table sur un budget entre 300 et 360 milliards vraisemblablement à lever tout de suite sur les marchés financiers. Et ça va poser un problème puisque, en fait, politiquement, déjà, il y a quand même une instabilité qui est réelle. Le gouvernement Bayrou, on ne sait pas trop où il va, même si il a fait un gouvernement, on en parlait aussi la semaine dernière, c'est un gouvernement de personnalité, mais c'est quand même un gouvernement contre le peuple, puisque il y a beaucoup de personnalités qui ne représentent absolument rien. Il suffit de prendre Manuel Valls ou Elisabeth Borne, les deux anciens premiers ministres, pour constater que c'est presque un gouvernement contre les Français. Donc, à voir ce que ça va donner. En plus, Emmanuel Macron à l'international semble quand même désavoué totalement à l'intérieur et à l'extérieur. Et donc, dans tous les cas, l'année 2025 risque d'être compliquée au niveau économique en France. A priori, selon Bercy, on va connaître un pic sur les faillites d'entreprises au premier semestre 2025. Ils estiment, alors à chaque fois, je trouve que les chiffres sont très précis, mais ils estiment à 66 500 défauts d'entreprise pour le premier semestre 2025. La France devrait s'enfoncer dans la récession officiellement, comme c'est le cas de l'Allemagne depuis le 2023. L'Allemagne devrait stagner. Donc on voit que de toute manière, vous l'avez dit en introduction, Nicolas, on est face à des hommes malades, on est clairement face à une Europe occidentale malade. Il y a guère l'Italie qui va en, presque un tout petit peu mieux, parce qu'il bon, voilà, il y a un contexte politique un peu plus stable, ce qui est un peu étrange d'ailleurs, parce que l'Italie avait toujours été un peu habituée à avoir un régime un peu plus chaotique au niveau gouvernemental que la France et l'Allemagne. Bah Voilà. oui. Mais mais donc, à voir ce que ça va donner. Moi, je pense quand même que d'un point de vue géopolitique et si on parle d'agenda et de programme du nouvel ordre mondial, ça reste logique, puisqu'il faut rappeler que la France, déjà, enfin la France et l'Europe, même si nous sommes français, donc la France nous concerne prioritairement, mais l'Europe est en train d'être effacée en termes de leadership, excusez-moi cet anglicisme, au niveau mondial. C'est pas sur la Les, courtoisie, on a le droit. voilà, on a un tout petit peu le droit, mais il faut éviter quand même. Mais c'est vrai qu'on voit que l'Europe est en train de s'effacer au profit de la Chine et des États-Unis. Il y a cette rivalité qui monte de plus en plus. Il faut rappeler aussi que d'un point de vue des grands blocs, euh, des grands blocs qui sont en train de se structurer dans le monde, on pourrait parler des États-Unis où le retour de Trump va, quoi qu'il arrive, j'en avais parlé chez vos confrères d'égalité et réconciliation, va, quoi qu'il arrive, faire monter en puissance le continent américain au sens large. C'est-à-dire, en fait, Trump va lorgner, comme il va se recentrer vers l'Amérique, c'est l'Amérique au sens large et il va certainement lorgner, alors certains parlent du Canada, mais c'est surtout l'Amérique du Sud, le domaine réservé américain va s'élargir et c'est pour ça que d'ailleurs qu'on voit que Javier Milei ou même le Brésil commence à retourner la tête de manière plus significative vers les États-Unis, puisqu'en fait les États-Unis vont reprendre leur domaine réservé. On voit avec Panama, l'Argentine. L'Argentine, c'est assez simple. Hein, ce qui s'est passé en Argentine, c'est que Milei a annexé son économie à celle du dollar américain. Donc en fait, c'est presque redevenu, si j'utilisais un terme, si j'étais un peu méchant, l'Argentine est redevenue presque une colonie américaine. Et je pense que c'est un peu le destin à court terme. On va pas aller au-delà de la présidence Trump parce qu'après, il faudra voir ce qui va se passer après. Mais à court terme, je pense que Trump va vouloir, au niveau géostratégique, renforcer les liens avec le sous-continent américain, si on peut parler comme ça. Et de l'autre côté, la Chine, on voit que la Chine est prête et dans les starting blocks pour un affrontement économique dans un premier temps. On l'avait dit, est-ce que la guerre va muter avec une guerre, on va dire, avec des opérations militaires entre la Chine et les États-Unis? On peut en douter à court et moyen terme. Mais en tout cas, nous, l'Europe, en fait, on est en train d'être effacé de l'histoire. Et il y a bien une lutte qui symbolise cet effacement. C'est quand on voit les grands enjeux sur l'intelligence artificielle
Euh, on voit que le futur gouvernement Trump, avec le rôle d'Elon Musk dans le fameux Dodge et la levée de fonds d'Elon Musk de plusieurs milliards, Elon Musk a réussi à lever 12 milliards en quelques mois pour concurrencer son rival OpenIA, pour en gros concevoir une intelligence artificielle qui fasse des États-Unis le leader dans ce domaine pour absolument concurrencer la Chine, puisqu'il l'a dit, l'enjeu du 21e siècle, c'est l'intelligence artificielle. Et si l'humanité ne veut pas disparaître, elle doit absolument reprendre en main cet enjeu. Et je pense qu'à travers cette bataille de l'intelligence artificielle entre la Chine, qui a ses ingénieurs et qui développe aussi de son côté tout un tas de programmes et de structures pour être un grand concepteur de ce nouvel outil, on voit que la France et l'Europe, encore une fois, j'utilise souvent la France, mais l'Europe est en train d'être effacée. Et quand on regarde les projets politiques, notamment du Forum économique mondial, on voit qu'on est en train de se rapprocher tout doucement de cette fameuse zone qui nous est dédiée, c'est-à-dire d'un côté, on parle de la Grande Amérique avec l'Amérique du Sud, l'Eurasie avec la Russie, la Chine, et nous allons être avec l'Afrique et le Moyen-Orient. Donc, presque un sous-continent. On va devenir un sous-continent pivot entre les deux grands blocs. Et malheureusement, on est en train de prendre cette pente. Que ça soit volontaire ou non, avec la crise politique au sein de l'Union européenne, on est en train d'être effacé. Ce qui, à travers les siècles, et je sais que Nicolas, vous êtes sensible à l'histoire, est presque quelque chose de très étrange, puisque l'Europe a toujours été, l'Europe occidentale en tout cas, a toujours été le sous-continent, et le bassin méditerranéen a été toujours le continent presque moteur de l'histoire, Le même cœur s'il y de a eu des toutes les périodes. civilisations. Le cœur de toutes les civilisations, on n'a jamais vu de si. Ou alors, dans une période peut-être d'une apocalypse précédente, d'un météore ou de l'Atlantide, et encore l'Atlantide, c'est situé en large de la Grèce. Alors, c'est vrai que c'est pareil inimaginable, enfin, vous avez des traces de civilisation, en effet, mais peut-être en Amérique latine à une époque, donc je ne voudrais injurier personne, hein, selon ses origines, mais la civilisation est née et s'est développée, bien sûr, autour de ce bassin méditerranéen. Ça paraît complètement fou. Est-ce que je peux, Marc Gabriel, poser deux blocs de questions parce Oui. qu'à mon avis, c'est quand même copieux, là, tout ce que je viens d'entendre. Moi, ça m'inspire deux questions. Je vais commencer par celle qui aurait été la seconde, mais là, je vais la poser en premier. C'est que finalement, on nous avait annoncé un basculement du monde avec les BRICS, avec Kazan. Vous êtes en train de reconfigurer le monde, ou voir une reconfiguration du monde qui n'y ressemblera pas réellement. C'est-à-dire que justement, les grands blocs, les grands titans vont se reconstituer et ça ne sera pas du tout ce monde multipolaire de Kazan, cet avenir en rose. Alors bon, on a l'habitude toujours d'être parfois trop optimiste, mais j'ai cette impression. Et la deuxième sujet sur lequel vous êtes un spécialiste, c'est-à-dire le Great Reset, la grande réinitialisation, je me disais à vous entendre sur ce continent européen qui est sur le point de disparaître, ne serait-ce pas plutôt l'occasion pour les mondialistes justement de faire cette bascule vers le Great Reset, vers la monnaie numérique, en disant on efface les dettes, enfin de trouver une solution. Donc première question, quid des BRICS dans ce beau panorama que vous venez de nous resituer, que vous venez de nous dépeindre, quid des BRICS, et deux, quid du Great Reset? Alors, les BRICS, c'était intéressant sont intéressants, je vais pas les enterrer tout de suite, mais dans le cadre et dans le contexte Biden, où on avait une Amérique, le fameux Sleepy Joe, qui reprenait des anciens codes démocrates et néoconservateurs d'une Amérique impérialiste qui fait la guerre, je vais mettre les pieds dans le plat, un peu la guerre pour Israël. Les BRICS, c'était intéressant puisqu'ils portaient et ils portent une certaine, justement, la voix du monde multipolaire et permettaient, même je le dis clairement, remettaient sur le devant de la scène internationale le respect du droit international. En fait, on avait derrière la volonté de certains pays composant les BRICS, juste une volonté et un contre-narratif de dire attendez, il serait peut-être temps de revenir à ce qu'était l'ONU
les Nations Unies post-Deuxième Guerre mondiale. Mais là, on voit que le retour de Trump change quand même la donne, déjà même à l'intérieur de l'organisation des BRICS, puisqu'il y a quand même des grosses contradictions internes entre différents pays qui Oui, sont hein. eux-mêmes rivaux. Quand on prend la Chine, la Russie, l'Inde et même l'Afrique du Sud, qui vient d'un monde complètement différent. Il faut rappeler que l'Afrique du Sud est en réalité dans un schéma intellectuel, et je ne vais pas dire spirituel, mais un schéma intellectuel qui se rapproche du monde anglo-saxon. C'est-à-dire quand vous êtes sud-africain et même bon, vous êtes africain, mais vous êtes des Africains particulièrement anglo-saxonisés, vous faites partie du Commonwealth et vous avez des liens naturels avec l'Australie, le monde britannique, voilà, et les États-Unis. Donc il y a une contradiction à l'intérieur même de ces grands pays des BRICS, même si l'Iran a été intégré, l'Arabie Saoudite a été intégrée. On voit qu'il y a des contradictions internes et il faut rappeler que les BRICS sont une association d'États et il n'y a pas ce qui est d'ailleurs très bien, il n'y a pas cette volonté, ce carcan d'imposer des politiques au chausse-pied. On contraint personne. C'est-à-dire, en fait, c'est les États eux-mêmes qui se mettent d'accord et qui ont des discussions sur des grandes orientations à adopter. Et les BRICS n'ont pas cette capacité de containment, de contenir et de forcer les États. Et là, on le voit avec le retour de Trump et même, en fait, avec l'accélération des conflits. Alors, on parle de la Russie où on pourrait potentiellement aller vers la paix avec le retour de Trump, mais il va falloir voir quelle paix va être proposée. Mais même au Moyen-Orient, on voit que, par exemple, l'Inde, la Chine ou encore la Russie, sur le conflit Israël et tous ses voisins, Liban, voilà, Gaza, Syrie, demain Jordanie, Arabie Saoudite, on voit que les grands pays des BRICS n'ont pas totalement, ou l'Afrique du Sud qui a été totalement contre Israël, notamment avec la Cour internationale de justice, on voit qu'il y a des oppositions qui font que les BRICS, dans un contexte où Trump va favoriser en tout cas les tensions commerciales et en fait les rapports de force, les BRICS vont descendre en capacité à créer quelque chose de commun. Moi, c'est mon analyse, j'ai peut-être tort, on verra ce que nous diront les mois qui viennent, mais on voit bien que là, il y a certains pays comme l'Inde ou la Russie qui ont pris conscience qu'il y avait quand même un danger à être trop intégré à certains partenaires. Je l'ai dit dès le départ, la Russie, évidemment, là où son allié naturel, qui est l'Europe occidentale, où en fait on a un destin commun avec nos frères, ou en tout cas nos cousins russes, on s'est coupé par la volonté, on va dire une volonté anglo-américaine, de se couper de nos cousins russes. Les Russes se sont rapprochés naturellement de la Chine. Les Russes, ça n'est pas dit officiellement, évidemment, mais les Russes savent très bien qu'une trop grande intégration avec la Chine pourrait freiner en réalité et même contraindre la Russie sur certains aspects, notamment les coopérations sur les accords monétaires. La Chine a considérablement avancé sur le yuan numérique et sur la monnaie numérique de banque centrale. La Russie aussi a avancé à travers le rouble, mais il faut que les Russes fassent attention de ne pas devenir un vassal des Chinois. C'est ça qui est parce que la capacité productive de la Chine est tellement considérable et en réalité la Chine est le leader économique de fait du monde entier. Alors, même s'il y a un partenariat implicite avec les États-Unis, la Chine est tellement gros que être trop proche de la Chine, c'est presque se faire absorber par le géant chinois au niveau économique. Donc en fait, les Russes, qui sont des stratèges, et quelqu'un comme Vladimir Poutine le sait, je ne vais pas dire attends que ça se passe mieux avec l'Europe tout de suite Bien, pour aller vers l'Europe, mais il y a à presque une l'équilibre. volonté naturelle. Voilà, un rapport d'équilibre qui est de ne pas se faire intégrer de manière trop importante par le copain chinois, le grand copain chinois. Et d'ailleurs, la Chine, même au niveau géopolitique,
on le voit tous, ne se comporte pas de la même manière que la Russie. C'est-à-dire, il n'y a pas un soutien total des Chinois, par exemple, à la défense russe, à la défense de l'intégrité territoriale russe. Tout simplement parce que les Chinois et les Russes n'ont pas les mêmes intérêts sur certains aspects, ce qui est totalement logique. On parle de deux pays qui ont un espace territorial qui est pléthorique, qui est immense, et qui ont des frontières communes. Donc, quelque part, la volonté de puissance, les deux volontés de puissance de ces grands empires, je ne vais pas dire se fracassent, mais en tout cas s'affrontent. Il y a de toute manière un rapport de force qui existe. Et pour répondre à votre question, oui, de toute manière, il y a une volonté politique d'imposer à l'Europe, vous l'avez dit, le fameux agenda 2030, la fameuse grande réinitialisation, qui est quand même en difficulté. Je le répète maintenant depuis 1 an et demi. C'est-à-dire, là, on le voit aussi, c'est-à-dire l'instabilité politique interne à la France, donc à l'Union européenne, c'est le même cas en Allemagne, fait que plusieurs agendas sont ralentis, notamment l'agenda vert. Alors là, il y a des rapports catastrophistes ou catastrophiques de la haute autorité, parce qu'on parle beaucoup de haute autorité environnementale, qui nous dit, oh là là, catastrophe, la France va émettre plus de CO2 en 2024 qu'en 2023. Vous vous rendez compte, Nicolas, c'est terrible. C'est-à-dire la France va rejeter, pour survivre, respire un peu trop. Donc on va avoir du mal à respecter On les va brûler la critères. planète. On va brûler C'est la ça. planète. C'est pire, ça va être pire encore que la pire le pire des scénarios. Alors, Évidemment. pour 2030, la haute autorité environnementale dit que c'est inadmissible, puisqu'en fait, on aurait dû réduire notre activité de 22% par rapport à 2023 en termes d'émissions de CO2. Et là, en fait, on est à plus 6. Donc, vous voyez qu'on ne va pas respecter les critères pour 2030. Donc, c'est catastrophique. Et l'Europe, évidemment, est en train de s'engager sur une pente descendante pour le respect du net zéro carbone à l'horizon 2050. Et en fait, on voit qu'il y a beaucoup de... C'est une Europe pastorale que l'on nous propose, une sorte d'Arcadie. Hein, Arcadie est Arcadia ego. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette formule? On retrouve à Rennes le château. Non, mais c'est l'Arcadie. Il n'y aura plus d'industrie. C'est ça. Et d'ailleurs, de toute façon, c'est ce vers quoi on va. Parce qu'on le voit sur la crise énergétique. Hein, et là, dernièrement, la dernière information, plus de gaz qui passe par l'Ukraine. Donc, ça va être encore pire que c'était déjà pour l'Europe en matière énergétique. Donc, ils vont se désindustrialiser. De toute façon, c'est écrit même pas dans le ciel, mais dans la logique brute, non? Et en plus, au même moment, on a EDF en fin d'année qui tire la sonnette d'alarme sur les politiques d'investissement, justement, sur les infrastructures. Bon, EDF qui est géré, on va pas s'étendre sur le sujet, mais déjà, là, il y a une bataille sur la gestion du big data qui a été confiée par Amazon, donc qui a été le big data d'EDF, c'est-à-dire toutes les données. Je vous rappelle juste le compteur Linky. Le compteur Linky, c'est l'ensemble des informations qui sont chez vous et qui sont pilotables à distance. En fait, là, il y avait un projet de traitement des données par Amazon. Donc Amazon, ça n'est pas seulement les cadeaux à Noël, c'est aussi le traitement de la donnée de grandes sociétés stratégiques au niveau de l'énergie en France. EDF, c'est maintenant, on a presque plus on n'a plus qu'une solution au niveau français, c'est presque EDF. Et on voit que c'est compliqué puisqu'il y a certains qui tirent la sonnette d'alarme et qui disent attention, on pourrait perdre notre indépendance stratégique justement avec la gestion des données qui serait confiée à Amazon, qui est en fait presque une société de façade pour certains services de renseignement. Et on voit qu'il y a aussi une mise en garde sur le sous-investissement chronique dans nos infrastructures électriques. Alors, on parle de développement durable avec les panneaux solaires, les éoliennes. Là, il y a l'EPR de Flamanville qui a été enfin connecté au réseau et qui va pouvoir produire de l'électricité. Mais en fait, on voit qu'il y a un sous-investissement chronique et dans une perspective de dette importante de l'entreprise EDF, plus de la dette cumulée à l'État, on voit que on va pas vers une tendance favorable à l'indépendance énergétique de la France. Et malheureusement, au niveau de l'Union européenne, comme vous le dites, ça a des conséquences, puisqu'en fait, les vagues de désindustrialisation chronique
que l'on connaît en France et en Allemagne sont le fruit, évidemment, ou du robinet coupé de nos voisins russes, mais aussi cette débandade progressive et cet abandon progressif de nos propres moyens qui faisait notre force il y a maintenant une vingtaine d'années. Et cette désindustrialisation va être catastrophique. Parce que quand on parle de désindustrialisation, les gens, faut pas faire du Emmanuel Macron. C'est-à-dire même ceux qui vous disent, allez, demain, on réindustrialise, la réindustrialisation, elle se fait au mieux en une décennie. Et encore, quand vous avez des cerveaux et que vous avez une volonté politique avec des fléchages d'investissement réels, là, c'est-à-dire avec une volonté ferme de vouloir réinvestir et des cerveaux, parce qu'on l'a vu avec le PR de Flamanville, c'est-à-dire quand vous faites des mauvais choix stratégiques, c'est des milliards qui partent. Et c'est plusieurs dizaines de milliards qui partent, et avec une échéance qu'on pensait de 4 à 5 ans, qui se révèle être après 15 ans. Donc il faut faire attention, et là, malheureusement, la France et l'Union européenne sont en train d'entamer, enfin, cette pente est entamée depuis 30 ans en réalité, la pente de la désindustrialisation, mais là, on est dans la pente terminale qui pourrait être presque rédhibitoire jusqu'à l'horizon 2040. Là, on est actuellement en 2025, c'est-à-dire en fait, là, on pourrait ne plus rien avoir. Alors, vous parlez d'Arcadie et le pâturage des moutons. On pourrait vivre du lait de biquette vraiment pendant 20 ans. Donc là, ça va être quand même catastrophique, et ça montre, je parlais de l'intelligence artificielle. Alors oui, la France est la Startup Nation d'après Emmanuel Macron qui organise tous les ans son Choose France Summit, mais malheureusement, c'est beaucoup d'entreprises du tertiaire qui choisissent la France, et notre capacité d'industrialiser le pays est de plus en plus attaquée, et malheureusement, c'est en train de nous faire basculer dans l'oubli et vers la sortie de l'histoire. Et quand on voit la Chine qui impose ses conditions, notamment sur les voitures électriques, on voit que Elon Musk a entamé un rapport de force avec les Chinois, puisque en fait, parce que ce qui est drôle avec Elon Musk, c'est qu'il va se retrouver à plusieurs positions. Il va être membre du gouvernement Trump, où il doit simplifier et faire des économies, ce qui est intéressant pour les États-Unis. Et d'un autre côté, il reste patron de Tesla, qui est une entreprise subventionnée aux États-Unis, mais aussi en Chine, il faut le dire. C'est-à-dire, en fait, il y a une volonté des Chinois, parce que la première entreprise Tesla, la première grosse usine Tesla du monde, elle est en Chine. Il faut le rappeler. Donc, vous allez avoir un membre ce qui n'est pas totalement paradoxal, et c'est pas un oxymore, mais vous avez un membre important de l'équipe Trump qui fait des affaires en Chine et il souhaite continuer à faire des affaires en Chine. D'ailleurs, Elon Musk l'avait dit, c'est-à-dire il a dit pour l'intérêt des États-Unis, il faut s'entendre avec la Chine, et on le sait, Wall Street et les politiques d'investissement sont très liés au capitalisme chinois. Pour prendre un exemple, Stephen Schwarzman, qui est le patron de Blackstone, Blackstone, c'est l'entité mère qui a donné naissance à BlackRock après par Larry Fink. Mais Blackstone, et Stephen Schwarzman pilote le fonds d'investissement chinois à hauteur de 9 à 10%. C'est-à-dire il y a une participation importante, et ils orientent, et on dit même que Stephen Schwarzman est un ami important de Xi Jinping. Donc en fait, on voit que les rapports entre Wall Street, le pouvoir profond américain, et le capitalisme d'État chinois, c'est-à-dire le chef d'État chinois, ne sont pas à l'arrêt complet. Il y a des dialogues et il y a des gens qui essayent de faire collaborer les deux entités. Et ça va forcément nous être préjudiciable, dans le sens où les deux grands leaders s'opposent au niveau sémantique et presque avec la dialectique hegelienne, la thèse et l'antithèse, et potentiellement trouveront quand même des partenariats sur des enjeux stratégiques. Notamment, on voit que Trump n'est pas totalement hostile à certains aspects. Je ne dis pas tous les aspects, mais certains aspects des routes de la soie. C'est-à-dire, en fait, Trump ne va pas déclencher des guerres pour éviter les routes de la soie, contrairement à ce qui aurait pu être fait par d'autres administrations, l'administration démocrate. Donc, ça va être là, dans les mois qui viennent, certainement très préjudiciable pour nous, Européens. Et au même moment, on verra ce qui se passe à Davos. Davos va être un moment révélateur à la fin janvier 2025, puisqu'en fait, Davos est en crise. On l'a dit plusieurs fois. Les communications officielles
qui était celle de Monsieur Schwab. D'ailleurs, Schwab va se retirer progressivement puisqu'il va ne faire plus que partie du comité exécutif, mais il ne sera plus président du Forum économique mondial. Mais on va voir quel va être déjà qui va être présent au Forum économique mondial. Est-ce que encore une fois il y aura juste Emmanuel Macron et peut-être Justin Trudeau? Voilà, donc encore une fois une crise. Ou est-ce que Schwab va réussir à faire venir des personnalités du nouveau monde et du monde d'après plus importantes? Et si il n'y a que des membres des gouvernements européens à Davos, ce sera presque une oraison funèbre pour l'Europe. C'est-à-dire, il n'y aura que nous qui souscrivons à la mise à mort des États-nations européens. Et ça va être intéressant, là, donc fin janvier, de voir ça, sur quel pied on va pouvoir danser, puisque là, il y a plusieurs grandes problématiques qui se posent à nous. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.